Bonjour à tous, alors moi je suis Maureen Armand, je suis chargée de mission communication et gestion pour Polynat. Et aujourd'hui du coup on lance un nouveau cycle de 3 webinaires Polynat sur des sujets variés mais toujours biosourcés. Aujourd'hui ça sera sur l'ultrafiltration tangentielle assistée par ultrasons et on continuera le 11 mai sur logiquement le blanchiment des pâtes et le 29 juin sur les biocapteurs. Donc, je vais aujourd'hui laisser la parole, après notre vidéo bien sûr, à Frédéric Pignon, directeur de recherche au LRP, et à Nicolas Engel, maître de conférence au LRP, qui vous présenter le procédé de l'ultrafiltration tangentielle assistée par ultrasons. Et voilà, c'est tout pour moi. Le Carnot Polynat accompagne les entreprises dans leur processus d'innovation vers l'éco-conception de matériaux biosourcés à haute valeur ajoutée. Polynat regroupe 8 centres de recherche implantés sur le campus universitaire de Grenoble. Leurs compétences complémentaires et leur proximité géographique permettent de développer ensemble des projets de recherche allant de la preuve de concept à l'échelle pilote. Les chercheurs de Polynat utilisent les ressources renouvelables issues de la biomasse. Ils en extraient les briques élémentaires, les fonctionnalisent et les assemblent pour concevoir des matériaux et dispositifs biosourcés multi-échelles innovants tels que des gels autoréparants pour régénérer les tissus du corps humain, des mousses biosourcées pour l'automobile ou l'isolation des bâtiments, des micro-nanoparticules pour protéger et guider un principe actif, des films nano-organisés pour l'électronique verte, les panneaux solaires, les OLED, des papiers connectés et ou barrières, eau, graisse, contaminants, gaz. Des biopiles fonctionnant au sucre et à l'eau. Les matériaux obtenus trouvent des applications dans de nombreux secteurs industriels, comme ceux de la chimie, de la santé et des cosmétiques, des emballages et supports innovants, de la construction bois et ameublement et de l'énergie et des transports. Nous proposons des projets collaboratifs adaptés aux besoins des industriels, PME, TPE, grands groupes, en mettant à disposition les compétences scientifiques et équipements de nos centres de recherche. Le label Carnot vous garantit une gestion professionnelle de la relation, confidentialité, politique de propriété intellectuelle et de transfert lisible et équilibré, prise en compte de contraintes réglementaires et technico-économiques à chaque étape de développement. N'attendons plus. Créons ensemble les matériaux éco-responsables de demain. Voilà, la vidéo est terminée, donc je vais laisser la parole maintenant à Frédéric. Bien, bonjour à tous. Donc voilà, je veux avec Nicolas Engel, donc je m'appelle Frédéric Pignon, je suis directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Rhéologie et Procédés, ainsi que Nicolas Engel qui est maître de conférence dans ce même laboratoire. Et nous allons vous présenter aujourd'hui tous les deux des travaux qui ont été effectués au laboratoire Rhéologie et Procédés sur l'ultrafiltration tangentielle assistée par ultrasons. Et on va présenter un ensemble de résultats qui mettent en évidence par contre, je n'ai pas accès. Allez, voilà. Qui mettent en évidence nos résultats depuis une démarche que nous avons entreprise, d'essayer de comprendre les phénomènes à l'échelle du laboratoire, à l'échelle nanométrique et micronique, jusqu'au développement d'un procédé industrialisé, dans le cadre d'un partenariat et d'un contrat Linxium, de la SCTT Linxium, qui se dénomme MEMUS. Donc, on ne voit pas le PowerPoint. On n'a pas le PowerPoint. Ah, mince alors. Et comment ça se fait? Attends, je suis... Alors, attends. Vous pourrez repartager, cliquer sur partager l'écran. Attends. Là, c'est bon. Et pourquoi j'ai perdu Zoom carrément? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est bon. Je repars du début, là? Non, c'est bon. C'est bon? D'accord. Continuer. Ok. Très bien. Donc, en fait, je me remets un diaporama. Donc, l'exposé que nous allons vous faire comprend certaines différentes parties. Dans une première partie, je vais détailler l'introduction du procédé d'ultrafiltration tangentielle. Ensuite, je vais vous présenter les différents systèmes modèles que nous avons étudiés et les systèmes d'intérêt industriel comme le lait écrémé ou les nanocristaux de cellulose ou l'amidon. Je vous présenterai ensuite les différentes approches multi-échelles qu'on a développées pour pouvoir accéder aux structurations de ces matériaux sous filtration et sous ultrasons à l'échelle nanométrique par la diffusion de rayons X aux petits angles en SAX
et aussi à une échelle un peu plus supérieure en micro-PIV pour accéder au champ de vitesse dans ces systèmes. Et enfin, Nicolas vous présentera cette partie PIV, plus il vous présentera le travail qui a été fait de développement d'un module industriel de filtration assisté par ultrasons que nous avons développé et qui nous permet de transférer ces connaissances à l'échelle de laboratoire jusqu'à l'échelle industrielle. Alors, sur le procédé d'ultrafiltration tangentielle, on va avoir à faire circuler des suspensions de particules au voisinage d'une membrane, que vous pouvez voir ici. Je vais vous détailler ça un peu plus tard. Dans des installations industrielles qui ressemblent à ceci, on a des tubulures, etc., dans lesquelles circule le fluide, et on va venir faire circuler le fluide au voisinage de membranes, qui peuvent être comme celle-ci en céramique, ou comme celle-ci en fibre creuse. Donc, en ce qui concerne la filtration tangentielle, on va vouloir séparer différents types de particules avec différentes tailles. Ça peut être des particules comme des bactéries qui font des tailles de l'ordre du micron, donc on va parler de microfiltration. Mais si on descend sur des échelles plus petites comme des virus, des macromolécules ou même des argiles, on va parler d'ultrafiltration parce qu'on a des échelles un peu inférieures, voire aller vers des nanofiltrations ou osmose inverse lorsqu'on descend dans les échelles. Mais aujourd'hui, on va se limiter à tout ce qui est microfiltration et ultrafiltration. Donc, au cours du procédé de séparation membranaire, dans ces tubes que vous voyez ici, se situent des membranes que vous pouvez voir là sur le côté. Ces membranes sont soit en céramique, soit en polymère. Et au voisinage de cette membrane, on va amener le fluide à traiter en imposant un écoulement tangentiel. Donc, on va faire circuler le fluide dans ces tubes qui vont circuler le long de la membrane. Et en même temps, on va appliquer une pression transmembranaire. Ce qui fait que les particules qui sont en suspension dans le fluide vont être retenues par la membrane. Bien évidemment, la taille des pores de la membrane est inférieure à la taille des particules, ce qui fait qu'on retient les particules, mais par contre, on laisse passer le solvant qui est autour de ces particules et qui traverse la membrane. Donc, au cours du temps, après, on va récupérer ce qu'on appelle le flux de perméation, c'est-à-dire la quantité de fluide qui traverse la membrane. Donc, ce procédé d'ultrafiltration est utilisé vraiment à grande échelle dans tout un tas d'applications industrielles, que ce soit dans le traitement des eaux et des effluents, dans les industries pharmaceutiques ou dans la biotechnologie, dans les industries agroalimentaires, je vais prendre un exemple sur le lait, ou encore tout un tas d'industries chimie ou papetières, comme on va voir un petit peu plus tard. Donc, juste pour fixer les idées par rapport aux objets qu'on a traités, afin qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit, on a travaillé premièrement sur des systèmes modèles qui sont des suspensions d'argile dites de l'aponite. C'est des particules qui font 30 nanomètres de diamètre et 1 nanomètre d'épaisseur, qui ont la faculté de former des agrégations depuis l'échelle nanométrique jusqu'à l'échelle du micron, et on fait des petits agrégats ici structurés jusqu'à cette échelle-là. On s'est intéressé aussi au cours de nos applications avec des contrats avec des industriels sur la filtration du lait écrémé. Donc, je décrirai un peu de quoi il s'agit. Le lait écrémé est principalement composé de protéines qui s'agencent en micelles de caséine, qui sont de taille de l'ordre de 200 nanomètres. Et puis aussi, je parlerai de bioraffinerie, puisqu'on s'intéresse, notamment dans le cadre du Carnot Polynat, à développer des matériaux à base de briques élémentaires qui sont les nanocristaux de cellulose ou les nanocristaux d'amidon, que vous pouvez voir ici, qui sont des objets aussi qui ont des tailles nanométriques de l'ordre de 150 nanomètres en termes de longueur et des dimensions latérales de l'ordre de 30 nanomètres. On s'intéresse à la filtration de ces objets, mais aussi à développer des bio-nanocomposites en utilisant la filtration tangentielle comme méthode de fabrication. Alors, du point de vue de la filtration tangentielle, si on revient un petit peu vraiment au cœur du procédé, ce qu'on va faire au cours du temps de filtration, c'est qu'on va amener notre suspension au voisinage de la membrane et on va imposer une pression transmembranaire. Donc, les particules qui sont en suspension sont soumises à ces deux forces, un écoulement le long de la paroi, donc il y a un champ de vitesse qui s'établit depuis la membrane jusqu'à la veine fluide dans notre cellule de filtration, et les particules au cours du temps s'accumulent. On peut mesurer ainsi un flux de perméation. L'objectif de la séparation membranaire, c'est soit de purifier les suspensions qu'on étudie, par exemple, si on a une suspension qui contient des particules dont on veut se débarrasser, on va chercher à les maintenir sur la surface de la membrane pour purifier le fluide qu'on va traiter, ou alors on peut chercher à concentrer les particules, donc c'est le cas par exemple des micelles de caséine, on va chercher à obtenir une fraction massique de particules concentrées à un niveau de concentration donné au voisinage de la membrane,
pour pouvoir ensuite utiliser ce lait dans différents process pour fabriquer des yaourts ou du fromage, par exemple. Donc, au cours de ce procédé où on a ces deux forces qui agissent, en plus des forces entre les particules qui se déplacent, on va avoir la formation d'une couche de polarisation parce que les particules vont s'accumuler près de la membrane. Elles vont augmenter en concentration depuis le poche voisinaire de la membrane jusqu'à des distances plus élevées. Et au cours de cette accumulation, par exemple, ici, si j'ai ce qu'on appelle delta P, c'est la pression transmembranaire qu'on applique à notre fluide, le delta P qui est ici. Lorsqu'on fait un saut en pression transmembranaire, on voit que le flux, la flèche verte que vous voyez ici, le flux de perméation, augmente au début de ce changement de pression parce qu'on pousse de manière plus fortement les particules vers la membrane et on pousse le fluide à travers de manière plus fortement. Et puis après, on voit qu'il y a une diminution de ce flux pour atteindre ensuite un régime stationnaire où on a un équilibre entre les particules qui se sont accumulées à la membrane et celles qui sont emmenées par l'écoulement tangentiel. Alors, une des principales limitations de ce procédé, c'est que si jamais on continue d'augmenter la pression, parce qu'on se dit qu'en augmentant la pression, on va permettre d'avoir un meilleur flux, donc augmenter la performance du procédé, eh bien, on est confronté à un problème qui s'appelle le problème du flux limite, c'est-à-dire qu'on a beau augmenter la pression transmembranaire, on voit que le flux d'eau qui traverse la membrane reste constant. Et ça, c'est lié complètement à cette accumulation de particules au voisinage de la membrane. Alors, bien évidemment, si on augmente un petit peu le débit tangentiel, donc là, j'étais à 0,2 litres minute, si j'augmente un petit peu la vitesse d'écoulement, on voit qu'on peut gagner un petit peu en flux, mais à nouveau, on va avoir une réduction de ce flux vers un flux limite. Alors, pour essayer de comprendre quels sont les phénomènes qui agissent au voisinage de la membrane, bien évidemment, il y a le comportement rhéologique des fluides au voisinage de la membrane, parce que lorsqu'on concentre la matière ici, on va avoir des suspensions colloïdales à différentes concentrations, et les objets, en fonction de leur concentration, vont avoir des interactions de plus en plus fortes et augmenter ainsi la viscosité du fluide. Donc, on va avoir des contraintes d'écoulement qui vont être augmentées au cours de la filtration, en augmentant la concentration, depuis des domaines où on a un comportement newtonien jusqu'à un comportement de fluide à seuil où le matériau va véritablement s'arrêter au voisinage de la membrane. Ça, c'est un premier élément à prendre en compte. Une deuxième importance qui nous semble importante d'observer, c'est que quand on a des particules qui sont de forme anisotrope, comme les nanocristaux de cellulose, on peut avoir des mécanismes de structuration orientés, c'est-à-dire que les objets vont se positionner parallèlement à la membrane et vont donc réduire encore plus la capacité du fluide à traverser ce réseau qui va être densifié et qui va être organisé. Donc ça, c'est un paramètre sur lequel on cherche à comprendre des phénomènes. Et enfin, un autre paramètre qui est très important aussi dans la filtration, qui concerne la pression osmotique. Donc, la pression osmotique, c'est lorsqu'on a, par exemple, là, c'est une suspension de micelle de caséine, donc suspension de protéines de lait. On peut mesurer la pression qu'il faut pour pouvoir traverser ce réseau de particules en imposant une certaine pression. Donc, si par exemple on cherche à pousser l'eau à travers ce réseau, on va récupérer une certaine pression, et cette pression, c'est la pression interne de résistance de notre matériau à la pression qu'on peut imposer par une pression transmembranaire, c'est ce qu'on appelle la pression osmotique. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cette pression osmotique, elle augmente de manière exponentielle dès qu'on augmente la concentration en particules, ce qui fait que ça réduit d'autant plus la possibilité de l'eau à perméer à travers ce matériau qui se concentre. On peut même définir un flux de perméation simplement en prenant la variation entre la pression transmembranaire qu'on applique, diminuée de la pression osmotique du fluide qui se concentre près de la membrane, divisé par la viscosité et la résistance de la membrane. On peut remonter ici directement un calcul du flux de perméation. C'est une des équations de la filtration qui est souvent bien utilisée, mais qui ne permet pas de résoudre toute la compréhension de ce phénomène. Alors, je reviens un petit peu juste sur cet aspect-là. Quand on a ces particules qui s'accumulent près de la membrane, au voisinage donc de la membrane, on va avoir un équilibre entre les forces colloïdales, donc de Van der Waals, électrostatiques, forces de volume exclues. Ça peut être des forces d'interaction, par exemple, entre des protéines ou entre les protéines et des particules qui sont en suspension. Donc ça, c'est des forces à l'échelle des particules qui vont être en compétition avec les forces de cisaillement. Donc, je expliquais tout à l'heure que l'écoulement va générer un équilibre de force entre les forces colloïdales et les forces de cisaillement. On a les forces de compression imposées par la pression transmembranaire et les forces de contre-pression. Et donc, sous l'équilibre de toutes ces forces, les objets vont se concentrer. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est essayer de déstabiliser ces couches, notamment en appliquant des ondes ultrasonores pour pouvoir remettre en suspension les particules et gagner ici en accumulation près de la membrane et ainsi augmenter le flux de perméation, parce qu'évidemment, si on arrive à décoller les particules de la surface de la membrane, on va pouvoir augmenter le flux de perméation.
Donc, pour cela, on applique des ultrasons qu'on appelle de basse fréquence, qui sont situés dans les 20 kHz, qui sont des ultrasons qui sont utilisés dans différentes applications comme l'extraction solide liquide, la sonochimie, le dégazage, le démoussage, le nettoyage ou l'émulsification. Et les phénomènes qu'on peut observer qui sont induits par les ultrasons, là on a typiquement une canne à ultrasons qui émet un jet de liquide qui s'appelle l'agitation acoustique. Donc on va créer des écoulements à la sortie de la canne à ultrasons à l'intérieur de notre fluide. On peut avoir des courants acoustiques, c'est-à-dire que le système va générer des écoulements stationnaires. Donc là, ceci, c'est des écoulements instationnaires, mais on peut générer aussi des écoulements stationnaires où les particules sont emmenées dans des tourbillons ici qui vont déstabiliser la matière, où on peut avoir des phénomènes de cavitation, où on va pouvoir faire imploser les particules, enfin les bulles d'air ou de gaz qui sont dissoutes dans notre matériau par l'agitation pulsée de notre onde ultrasonore. Donc, l'ensemble de ces phénomènes, que ce soit le courant acoustique, la cavitation, le microstreaming, sont des phénomènes qui sont connus d'application des ultrasons, et on va essayer de travailler pour comprendre quels sont les phénomènes prépondérants dans notre cas par rapport à la filtration. Il peut y avoir aussi des effets thermiques liés à l'échauffement et au frottement des particules au voisinage des ondes acoustiques. Donc, pour pouvoir aller vers la compréhension de ces phénomènes, on a développé des cellules de filtration qui nous permettent d'accéder à des échelles de l'ordre du nanomètre correspondant aux échelles des particules qu'on cherche à filtrer. On a aussi développé des méthodes qui permettent d'aller observer les champs de vitesse au voisinage de la membrane par de la micro-PIV. Et bien sûr, on relie tout ça à l'échelle macro, c'est-à-dire au flux de perméation. Donc, pour décrire un petit peu l'instrumentation générale qu'on a utilisée, on a un réservoir qui est sous pression, qui peut, à partir dans lequel on installe notre suspension à filtrer. Elle est pompée par un système de pompe. On traverse ici un échangeur thermique pour contrôler la température. Et puis, on a des capteurs de pression et de température. On traverse ensuite notre cellule de filtration à l'intérieur duquel se trouve la membrane. Et on renvoie ensuite le fluide dans le réservoir. Étant donné que le réservoir est sous pression, on va appliquer une pression transmembranaire ici, dans la cellule, pour pousser les particules à travers de la membrane, et on va récupérer le fluide, l'eau qui s'est écoulée à travers la membrane, simplement sur une balance en mesurant la masse d'eau écoulée au cours du temps. Donc, du point de vue de la cellule, on a développé une cellule de filtration qui comporte une lame vibrante pour pouvoir appliquer des ultrasons directement au fluide à traiter au voisinage de la membrane. Donc, c'est un petit peu la nouveauté de ce système par rapport à des essais précédents dans la littérature où les gens avaient utilisé des ultrasons en filtration, mais en mettant simplement une cellule dans un bain d'agitation. Là, nous, on applique directement les ultrasons au fluide à traiter pour voir ce qui se passe au niveau de la concentration des particules au voisinage de la membrane. Donc, on a des fréquences de 20 kHz. La lame va vibrer ici avec une amplitude de 1,6 microns. Donc, il va y avoir un mouvement de la lame de 1,6 microns ici, avec des puissances de 2 à 10 watts. Alors, pour pouvoir observer cette structure, on a utilisé la puissance du synchrotron et des rayons X. Donc, on a développé des cellules que vous voyez ici, une photo sur la ligne ID2 de l'ESRF, où on a ici le tube qui vient amener le faisceau de rayons X, qui va traverser notre cellule en polycarbonate et on va récupérer, donc traverser l'échantillon qui est sous pression et sous écoulement dans la cellule et éventuellement sous ultrasons. Et on récupère sur un détecteur qui se situe dans ce tube à différentes distances l'intensité diffusée par les particules, qui nous permet d'avoir accès à certains paramètres. Je vais y revenir. L'important dans cette manip, c'est que vous voyez que le faisceau, on l'a collimaté à une hauteur de 20 microns seulement dans le sens vertical, parce qu'on va voir que les échelles de couches de polarisation ou de particules accumulées près des membranes sont très petites. Ça peut être des épaisseurs de l'ordre de 200-300 microns qui correspondent vraiment à des échelles, pour vous donner une idée, 200-300 microns, c'est l'épaisseur de l'onde. Donc, on va faire des mesures à l'intérieur de cette dimension qui est de 200-300 microns. Donc, notre faisceau, pour voir une vue d'artiste ici, où on a notre faisceau rayonique qui va traverser notre cellule, on récupère ici l'intensité diffusée sur le détecteur. Et si je fais une coupe comme ça en parallèle de ce qu'on cherche à observer. Là, on peut voir la cellule de filtration de côté, vue de côté. On a notre faisceau de rayons X qui arrive ici. Ici, c'est la suspension
que l'on filtre. Ici, il y a la membrane et ici, le perméa, donc l'eau qui traverse la membrane. Et au cours du temps de l'expérience, donc ce qui est intéressant dans cette manip, c'est qu'on peut travailler sous pression et sous écoulement tangentiel, donc au cours de la filtration. Et on va déplacer notre cellule de filtration devant le faisceau de rayon X pour récupérer l'intensité diffusée à différentes distances depuis la membrane jusqu'à des distances de plus en plus élevées de la membrane. On récupère donc ces spectres de diffusion. Et l'analyse qu'on peut en faire, c'est qu'on peut, en récupérant l'intensité diffusée à différentes hauteurs, donc là, par exemple, 20 microns, 40 microns, comme je vous disais, on a une précision de 20 microns en mesure depuis la membrane, jusqu'à des distances de plus en plus élevées. On va pouvoir mesurer ici l'intensité diffusée qui augmente, simplement parce qu'on a accumulé de plus en plus de particules, et donc, près de la membrane, la concentration est plus élevée que dans le volume de la suspension qui est filtrée. Donc, avec la connaissance de cette intensité diffusée, on peut, en ayant fait au préalable une courbe de calibration, c'est-à-dire avoir la connaissance de quel est le niveau d'intensité qu'on attend pour une certaine concentration donnée. Donc, pour ça, simplement, on fait des mesures avec des échantillons dont on connaît la concentration initialement, parce qu'on les a préparés à une concentration donnée. On a pu mesurer le niveau d'intensité diffusé par ces échantillons à ce qu'on appelle un vecteur d'onde, c'est-à-dire à une distance d'observation donnée. On se place dans le facteur de forme des particules, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on va à un endroit où on observe qu'un signal induit par simplement la concentration des particules. Et grâce à cette courbe de calibration, eh bien, à partir de la mesure de l'intensité diffusée à l'intérieur de notre cellule, on peut remonter à l'évolution de la fraction volumique ou de la concentration en particules en fonction de la distance à la membrane. Vous voyez la distance à la membrane ici, c'est le Z qui est là. Donc, si je me positionne à une certaine distance, je vais pouvoir mesurer ici une certaine concentration. Par exemple, dans ce cas-là, on est à 1,5 micron, 1,5% en fraction volumique de particules pour une distance de 120 micromètres. Et on peut voir qu'on a accès ici à une évolution de la concentration. Loin de la membrane, on a une concentration qui est la concentration de notre fluide initial qu'on a inséré dans notre cellule. Et au cours du temps de filtration, on peut voir qu'au bout d'un certain temps, on a formé une couche de concentration avec une évolution de la fraction volumique qui augmente lorsqu'on se rapproche de la membrane. Alors, je vais présenter, ça c'était les techniques un peu générales de ce système. Là, je vais vous présenter différents résultats qu'on a obtenus sur différents systèmes. Donc, celui-ci sur les suspensions d'argile en collaboration avec un certain nombre de collègues. Pour juste décrire rapidement les suspensions de Laponie, donc c'est des disques qui font 30 nanomètres de diamètre par 1 nanomètre d'épaisseur et qui ont tendance à former des structures très agrégées avec une attraction forte entre les particules. Et on peut moduler ces interactions simplement en rajoutant un tétrasodium diphosphate, c'est un anion qui va venir rendre le système globalement plus répulsif. Donc, on est capable de passer pour une fraction volumique donnée, donc un même niveau de concentration, d'un matériau qui va se comporter comme un fluide newtonien, comme de l'eau qui va couler de manière très facilement, à un fluide à seuil pour la même concentration. Donc, on est capable de moduler les interactions dans ce système et on va voir que ça peut présenter un intérêt sur la compréhension des phénomènes en filtration. Donc, si je pars du système qui est plutôt répulsif et que j'applique un certain habit tangentiel et une certaine pression, et qu'on mesure au cours du temps ce qui se passe, alors au temps t égale 0, on a un profil plat parce que la suspension est à la même concentration dans toute la cellule, et puis au cours du temps, vous voyez qu'on peut voir une augmentation du profil de la concentration ici, près de la membrane, avec à un moment donné, on va traverser la transition sol-gel jusqu'à atteindre une concentration élevée. Alors, quand on regarde ce qui se passe du point de vue du flux de perméation mesuré en temps réel, en même temps, on a au temps t égale 0 un flux qui est nul, et puis quand on applique la pression, le flux de perméation va augmenter, c'est la courbe bleue, et elle va atteindre un maximum, puis ensuite se réduire, et on voit qu'on atteint au bout de 15 minutes un certain équilibre, et en fait, ça correspond à la formation d'une couche d'une certaine épaisseur donnée. Vous voyez que c'est à peu près 150 microns, donc c'est quand même quelque chose d'assez fin, mais malgré tout, avec une concentration qui continue d'augmenter à l'intérieur de la cellule, et qui explique la réduction du flux de perméation, puisqu'on voyait qu'on passe de 5 à 30, et puis après, malheureusement, on tombe juste à 10 litres par mètre carré, ce qui n'est pas énorme. Alors, pour essayer de combattre ce phénomène de concentration, on a donc appliqué les ultrasons, faisant vibrer la lame ultrasonore. Donc, vous voyez que le flux qui était tout à l'heure au voisinage de 10, il est tout de suite augmenté lorsqu'on applique les ultrasons. Et il atteint, alors on voit qu'il y a une certaine fluctuation, parce qu'il y a des phénomènes dynamiques d'évolution entre les ultrasons qui vibrent et qui vont imposer une certaine agitation au voisinage de la paroi et les particules qui essaient de se concentrer. Et là, lorsqu'on regarde le profil de concentration, à t égale 0, lorsqu'on applique les ultrasons, on partait du profil qui était élevé,
Et lorsqu'on applique les ultrasons au cours du temps, on peut voir que voilà, la concentration se réduit dans tout le volume du dépôt. On arrive jusqu'à aller complètement enlever toutes les particules au voisinage de la membrane, ce qui explique bien cette augmentation de flux qui est quand même assez importante, parce qu'on passe de 10 à 80. On multiplie par 8 le flux, ce qui présente un intérêt énorme vis-à-vis de la filtration. On peut voir aussi que ce phénomène est réversible, c'est-à-dire que si par exemple je fais la même expérience, je suis sans ultrasons, j'ai un flux de perméation qui est de l'ordre de 10, je vais avoir ici une grosse couche de polarisation, donc une concentration élevée. Lorsque j'applique les ultrasons, je fais partir cette couche de polarisation et à ce moment-là, j'ai un flux de perméation qui est élevé. Et puis, on voit que c'est réversible, c'est-à-dire qu'au cours du temps, si j'arrête les ultrasons, je retrouve une forte concentration. Si je remets les ultrasons, à nouveau, je fais repartir les particules. Donc, je suis capable de complètement gérer ce phénomène en termes d'arrêt ou d'application des ultrasons et donc pouvoir travailler sur les différents flux en fonction des nécessités de filtration qu'on aurait sur différents systèmes. Je vais revenir un peu plus tard sur les micelles de Cassini. Alors, une chose aussi intéressante qu'on a faite, c'est que jusqu'à présent, je vous ai montré qu'on s'était situé au centre de notre cellule de filtration par une fenêtre qui est positionnée au centre. Et on a aussi mesuré sur 3 fenêtres qui sont à l'entrée, depuis l'entrée jusqu'à la sortie, donc le long de la membrane de filtration. Et le long de la membrane, on peut voir ici le profil de concentration qui s'établit depuis l'entrée jusqu'à la sortie de la cellule. Et on peut voir qu'en sortie de cellule, on a une concentration qui est augmentée, ce qui est prévu par la théorie. Donc, on a pu le vérifier grâce à ces mesures in situ de Sachs. Et on a pu montrer aussi que lorsque j'applique les ultrasons, mais en fait, j'arrive à complètement évacuer les particules qui sont près de la surface en ayant la concentration de la suspension initiale à filtrer et qui reste encore une petite zone, mais ici qui est énormément réduite en termes de concentration en sortie de cellules, ce qui permet d'augmenter le flux. Un autre point donc intéressant, c'est qu'on a joué, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur les interactions entre les particules, en passant de systèmes répulsifs, où on a ce phénomène que je viens de vous décrire, avec une complète disparition des couches de polarisation, une désagrégation des particules, à un autre phénomène, lorsqu'on part d'exactement le même système et qu'on le laisse s'interagir en termes d'attraction électrostatique et qu'on forme un réseau connecté. Lorsqu'on applique les ultrasons, on voit que, contrairement à ici, l'évolution de la concentration n'est absolument pas modifiée sous l'application des ultrasons. Bien que, lorsqu'on regarde le flux de concentration, le flux de perméation, pardon, il est ici faible sans ultrasons, et lorsque j'applique les ultrasons, j'ai un gain x6, donc un peu plus faible qu'ici, mais j'ai quand même un gain en flux de perméation qui augmente. Ce qui veut dire qu'en fait, les ultrasons peuvent agir un peu de manière différente. Dans ce cas-là, on va avoir vraiment un mécanisme de désagrégation et de déstructuration dans le cas un peu de ce système qui a une structure ouverte, alors que dans ce cas-là, on va peut-être penser plus qu'on va avoir une augmentation du flux d'eau à travers le réseau par des phénomènes de courant acoustique ou de streaming qui peuvent avoir lieu localement au voisinage des particules, qui vont augmenter le flux à travers un réseau, mais qui lui reste en place. Et on peut voir aussi que dans ce cas-là, on a observé que les spectres de diffusion ont une anisotropie. Donc là, c'est les spectres de diffusion en fonction de la distance à la membrane. Donc, près de la membrane, ici, on a une anisotropie forte des particules, ce qui veut dire qu'on a orienté nos objets près de la paroi, ce qui en fait une structure plus dense et qui résiste plus à une désagrégation éventuelle des ultrasons. Sur les suspensions de micelles de caséine, donc, on a travaillé depuis quelques années dans le cadre d'un programme émergence sur les suspensions de lait, notamment avec l'INRA, toujours en collaboration avec le SRF, le synchrotron Soleil ou avec le laboratoire CERMAV, sur ce système-là pour faire des observations microscopiques et aussi avec des industriels, notamment Bressor SA, qui est une filiale du groupe Bongrain, qui fabrique le Bresse Bleu, avec qui on a travaillé au tout début sur ces applications en filtration laitière, en filtration de lait écrémé. Donc, juste pour rappeler un petit peu rapidement, le lait écrémé, c'est un ensemble de protéines de lait, en fait, qu'on appelle des caséines, qui sont de différentes sortes, qui sont retenues entre elles par le phosphate de calcium colloïdal, qui est une petite entité qu'on voit peut-être ici, c'est les petits points noirs que vous voyez sur cette photo de thème. Et en fait, le phosphate de calcium maintient entre elles les protéines. Elles sont agrégées en forme de micelles, ce qu'on appelle, bon, c'est un terme peut-être un peu impropre, c'est un agrégat, mais c'est un agrégat de protéines. Et ces suspensions, ça fait une suspension colloïdale stable avec un rayon de gyration qui est de l'ordre de 100 nanomètres,
qu'on peut ici définir grâce à une courbe de diffusion en fonction de l'intensité diffusée quand on fait une mesure de Sachs. On a pu montrer aussi qu'à l'intérieur de ces agrégats, on a un contenu protéique qui est distribué de manière uniforme et qui est maintenu par le phosphate de calcium, ce qui était une avancée à l'époque parce qu'on a travaillé sur ce système parce qu'il y avait des observations microscopiques qui montraient des sous-micelles. Et là, on a pu résoudre cette structure en expliquant que finalement, c'était plutôt une structure uniforme de protéines. Donc, voilà, là, j'ai fait une petite diversion sur la structure des micelles de caséine, mais pour dire aussi que ce qui est important donc, dans la filtration du lait, c'est qu'on a un chiffre d'affaires de la transformation laitière qui est assez élevé, 117 milliards d'euros par an en Europe, qui correspond à toutes les industries qui transforment le lait pour fabriquer des produits alimentaires, que ce soit des crèmes glacées, du fromage ou des yaourts, et que dans toutes ces applications, en fait, on a toujours systématiquement un phénomène une étape de filtration pour pouvoir standardiser le lait, donc pour l'amener à une concentration bien déterminée, qui rattrape le fait que au cours des différentes saisons, les vaches ont un contenu protéique qui va varier, mais pour arriver à faire fonctionner un process industriel, il faut avoir une concentration bien maîtrisée. Et notamment pour fabriquer un fromage, on a nécessité de filtrer le lait. Donc, au moment de la filtration, comme je vous l'ai montré jusqu'à présent, on va avoir tendance à suivre les phénomènes de concentration de ces protéines. Donc, on part du domaine dilué, le lait que vous connaissez tous, et puis on va finir par le concentrer pour former peut-être des agrégats ou des gels de lait avec une concentration supérieure. Et c'est ça qui nous intéresse dans ce phénomène-là, au voisinage des membranes de filtration. Donc, juste là, je donne un exemple de ce qu'on a fait sur une mesure sur cette filtration de lait, où on a à nouveau mesuré un flux de perméation sans ultrasons, avec un niveau qui est de l'ordre de 2 litres par mètre carré. Et à nouveau, lorsque on a observé le profil de concentration, on a pu remonter à la concentration en protéines, depuis la concentration filtrée initiale, qui était l'ordre d'une fois la concentration sur la concentration du lait, à 3,5 fois la concentration initiale du lait. Et lorsque on a mis les ultrasons en route, on peut voir que notre profil de concentration, lui, n'a pas été complètement déstabilisé, mais qu'on a simplement réduit la couche de polarisation, on a réduit la concentration au voisinage de la membrane, ce qui a permis d'augmenter un petit peu le flux. Et à nouveau, cette couche est réversible, c'est-à-dire que si j'arrête les ultrasons, à nouveau, je retrouve cette concentration. Donc, on retrouve un mécanisme que j'ai présenté tout à l'heure sur les laponites, lorsque le système est plutôt agrégé. D'un autre côté, ce qui est intéressant de voir, c'est que grâce à la diffusion, on peut montrer que l'application des ultrasons ou même de la filtration et de la pression n'a absolument pas modifié la structure des protéines du lait. Donc, on n'a absolument pas dénaturé les protéines par l'application de ces forces. Ensuite, juste un éclairage sur la méthode d'utilisation des ultrasons. On peut l'utiliser en mode préventif ou en mode curatif. Jusqu'à présent, je vous ai monté des modes curatifs, c'est-à-dire qu'on imposait les ultrasons après avoir formé une couche, mais on peut travailler en mode préventif. Donc, quand on travaille en mode préventif, ça veut dire qu'on va appliquer les ultrasons avant même d'appliquer la pression. C'est-à-dire qu'on va essayer d'éviter que les particules s'accumulent à la membrane par l'agitation supplémentaire des ultrasons. Et on peut voir qu'on a atteint ici un niveau de flux de perméation qui est assez élevé, avec une couche de polarisation ici qui est réduite en termes de concentration. Contrairement au mode curatif, celui que je vous ai présenté avant, qui lui forme une couche un peu plus épaisse, liée au fait que dans ce mode curatif, eh bien, on a laissé les particules s'accumuler et donc il est plus difficile ensuite de les remettre en suspension. Donc l'ordre d'application des ultrasons peut avoir des conséquences sur la tenue du procédé et sur sa performance. Sur les nanocristaux de cellulose, on s'intéresse donc à ces objets qui font des bâtonnets de l'ordre de 150 nanomètres de longueur, qui sont des fois rassemblés en petits amas. On a travaillé aussi sur les nanocristaux d'amidon, mais je ne présenterai pas de résultats aujourd'hui parce qu'on n'aura pas trop le temps, mais on a trouvé des résultats équivalents sur ce système. Du point de vue de l'amélioration du procédé en bioraffinerie, en fait, ce qu'on va chercher, c'est améliorer la production de ces nanocristaux de cellulose, ces nanocristaux d'amidon, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on fait des traitements acides ou lorsqu'on cherche à les synthétiser, on va à un moment donné avoir besoin de filtrer ces objets
utiliser pour les purifier ou pour changer la phase ionique autour des suspensions. Et on est à ce moment-là confronté au problème de la concentration au voisinage de la membrane. Et donc, l'application des ultrasons nous permettrait, par exemple, d'accéder à un meilleur flux de perméation, donc à une meilleure production et un meilleur contrôle, finalement, de la taille des nanomatériaux qu'on fabrique. Juste un petit point rapide, c'est qu'on a utilisé, donc là, on utilise le procédé de séparation membranaire pour concentrer la matière ou pour la purifier, mais on a actuellement une application où on va utiliser le procédé de filtration tangentielle pour fabriquer des nanocomposites. Donc, c'est une autre application qui a été aussi en partie financée par le Carnot Polynath, qu'on pourra présenter une autre fois. Donc, du point de vue des nanocristaux de cellulose, à nouveau, je vous présente un seul résultat où on a appliqué ici des ultrasons, vous voyez, immédiatement, donc on est en mode préventif, donc on a appliqué les ultrasons en même temps que la pression, et on voit que malgré tout, on a fini quand même par former une couche concentrée. On voit que les particules se concentrent sous ultrasons au voisinage de la membrane, et que cette couche est vraiment assez concentrée parce qu'en fait, on finit par orienter, là, c'est les spectres de diffusion en fonction de la distance à la membrane. On voit que les spectres sont très orientés et la concentration est élevée. Donc, on a formé vraiment un réseau dense et concentré au voisinage de la membrane, ce qui explique cette réduction de flux malgré la présence des ultrasons. On peut voir aussi que c'est un phénomène qui est pas forcément stable au cours du temps, c'est-à-dire qu'on peut avoir des interactions entre la matière qui se concentre et les ultrasons, ce qui fait qu'on a des fluctuations dans le profil de concentration au voisinage de la membrane, même sous l'application de l'ultrason, ce qui montre bien que c'est quelque chose de dynamique, mais qui permet dans tous les cas au moins d'améliorer le flux de perméation. Pour terminer, finalement, pour un peu rassembler les idées sur les mécanismes qu'on a mis en évidence sur l'application de ces ultrasons pour arriver à augmenter les flux de perméation, on a étudié différents systèmes et finalement, on a montré qu'on avait soit une érosion complète des particules au voisinage de la membrane sous l'effet des ultrasons, ce qui est le cas, par exemple, des laponites qui sont en mode répulsif ou, par exemple, des nanocristaux d'amidon. Qu'on avait une rupture partielle, c'est-à-dire qu'on réduisait la couche de polarisation, mais on avait quand même une couche qui était présente, ce qui est le cas du lait écrémé et des nanocristaux de cellulose, ou au contraire, qu'on avait une structure très résistante, ou alors que la structure ne bougeait pas au voisinage de la membrane, malgré tout, on avait une augmentation du flux au travers du réseau formé. Et donc, du point de vue des mécanismes, en fait, on a associé ces deux orientations ou ces deux phénomènes à soit des structures plutôt ouvertes, c'est-à-dire que dans le cas des structures ouvertes où les objets sont en faible interaction, on arrive à déstructurer la couche de polarisation. Et dans le cas de réseaux denses anisotropes qui se structurent près de la paroi, on a simplement un effet d'augmentation de flux de l'eau à travers ce réseau dense et non pas de déstructuration de la matière. On peut essayer de mettre en évidence quelle est l'importance de l'intensification par ultrasons. Donc, on a calculé un facteur d'intensification des ultrasons en calculant le flux lorsqu'on avait appliqué des ultrasons divisé par le flux de perméation sans ultrasons. Et on peut voir simplement qu'en fonction des différents systèmes qu'on a étudiés, on a un facteur d'intensification des ultrasons qui est très élevé ici, de l'ordre de 13,5. On a multiplié par 13,5 fois le flux pour ce système-là et qu'on va jusqu'à 1,6, par exemple pour les nanocristaux d'amidon. Donc, on voit bien qu'il y a une dépendance entre le système qu'on filtre et l'application des ultrasons, parce que dans tous ces essais que je vous présente ici, on a appliqué les mêmes débits et les mêmes pressions transmembranaires. Donc, on a un peu une idée des phénomènes de différents systèmes, mais pour des conditions identiques de filtration sous ultrasons. Voilà, j'en ai terminé avec cette partie-là. Je vais laisser maintenant la parole à Nicolas, qui va vous présenter la partie micro-PIV. Tu me donnes la main, Fred? Oui, alors attends. Donc oui, moi je vais continuer la présentation de Frédéric. Donc comme on a vu jusqu'à présent, hein, on a vu l'effet positif des ultrasons par une approche aux petites échelles. Et donc là, je vais vous montrer comment on a poursuivi ces travaux de compréhension de l'effet des ultrasons dans le procédé d'ultrafiltration, en essayant de comprendre comment les ultrasons modifient les propriétés d'écoulement à l'intérieur de la cellule de filtration. On a continué l'étude
l'effet des ultrasons en s'intéressant cette fois-ci à l'effet des ultrasons sur l'hydrodynamique à l'intérieur de notre cellule de filtration. Et pour ça, on a effectué des mesures de micro-PIV, donc de vélocimétrie par image de particules à l'intérieur de la cellule et au voisinage de la membrane. Donc l'objectif, c'était de caractériser l'évolution des champs de vitesse à l'intérieur de la cellule durant la filtration. Donc c'était un travail collaboratif avec le laboratoire Légy du domaine universitaire à Grenoble. Donc, pour effectuer ces mesures, on a développé donc de nouveau une nouvelle cellule originale en plexiglas qui nous a permis d'effectuer à la fois la filtration, d'imposer les ultrasons par le biais de la canne ultrasonore et de la lame vibrante et d'effectuer à l'intérieur des mesures de micro-PIV. Donc, pour la micro-PIV consiste à quoi? Tout d'abord, à effectuer un ensemencement de la suspension que l'on va filtrer avec des particules fluorescentes. Donc ici, ce sont des particules de rhodamine qui font 5 microns de diamètre. Et dans la cellule, on vient effectuer une nappe laser, ici à l'aide d'un laser pulsé. Et en couplant cette nappe laser avec une caméra et en prenant des images à différents temps bien maîtrisés, on peut récupérer l'émission ici de ces particules fluorescentes à l'aide d'un fil positionné sur l'objectif de la caméra. Et en reliant le déplacement de ces particules à l'intérieur de la cellule entre deux images, par exemple, que l'on va prendre, on peut déterminer l'évolution de la vitesse ou la variation de la vitesse de ces particules à l'intérieur de la cellule. Donc, pour ça, on utilise un logiciel de traitement d'image qui nous permet d'effectuer la corrélation de déplacement des particules et d'obtenir les champs de vitesse. Donc, on a effectué cette étude sur des suspensions de nanocristaux de cellulose, qui est notre système modèle. On a effectué des filtrations à une pression transmembranaire de 1,1 bar sous un débit tangentiel de 0,6 litres par minute. Et on obtient l'évolution ici du flux de perméation en fonction du temps. Et on voit, comme a indiqué Frédéric, qu'on a une réduction du flux de perméation qui apparaît au cours du temps, qui est due à l'accumulation des particules. Donc, à l'aide de la micro-PIV, ce qu'on a pu faire, c'est déterminer l'évolution de la vitesse et des champs de vitesse dans la cellule. Donc ici, vous avez un graphique qui présente, ici c'est la distance à la membrane, donc ici on est proche de la membrane, ici on s'éloigne de la membrane, et ici vous avez la valeur de la vitesse qui est observée, et ce qu'on voit, c'est à T0, on voit qu'à partir de 200 ou 300 microns, on commence à observer une variation de la vitesse, donc ça se permet de mettre en évidence qu'on avait une couche initialement. Et ce qu'on voit, c'est qu'au cours de la filtration, on voit une diminution donc, de la vitesse au voisinage de la membrane. Ensuite, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'on voit aussi qu'on a pu mettre en évidence les profils de concentration obtenus par Sachs et les profils de vitesse qui nous ont permis de mettre en lien l'augmentation de l'épaisseur des couches concentrées avec l'évolution des vitesses à l'intérieur de notre cellule. Et ensuite, on a montré aussi, comme pour le Sachs, pour la diffusion de rayons X, on avait aussi, par l'utilisation de la micro-PIV, une stabilisation des profils de vitesse qui étaient dus à la stabilisation des couches concentrées à la surface des membranes. Donc ensuite, avec cette technique, on s'est intéressé cette fois-ci à l'effet des ultrasons dans notre cellule sans écoulement tangentiel et sans pression transmembranaire. Donc ici, on retrouve une coupe de la cellule avec sur le côté la nappe laser, le canal d'écoulement, donc la suspension entre par le côté ici et ressort par cet orifice ici. On a la canne ultrasonore avec la lame vibrante. Et là, c'est la fenêtre d'observation que je présente, elle se retrouve ici sous la lame vibrante.
Donc, U représente la vitesse d'écoulement tangentiel imposée par le débit tangentiel, et V, la vitesse V, ici, on peut observer la vitesse verticale, donc la vitesse imposée par la canne ultrasonique. Donc, lorsqu'on fait ces mesures PIV, on voit ici, vous voyez, donc les particules qui bougent, et notamment, donc en haut, on a la lame vibrante, ici, on a la membrane, et donc on voit ces variations de champ de vitesse à l'intérieur de notre cellule de filtration. Et donc, si on utilise le logiciel pour traiter ces données, on peut s'apercevoir, donc ici, vous avez la variation de la vitesse verticale, ici imposée par les ultrasons, en fonction de la distance de l'endroit où on se trouve dans la cellule. Et ce que l'on voit, c'est que plus on s'approche de la lame vibrante, donc à Z ici égale quasiment 8 mm, c'est là où on obtient des effets donc, les plus importants des ultrasons et notamment des vitesses les plus importantes. Ce qu'on montre aussi par l'utilisation de cette technique, c'est qu'on a des courants descendants, mais aussi des courants ascendants, donc de vitesse d'écoulement à l'intérieur de notre cellule en présence d'ultrasons. Donc, on a pu mettre aussi en évidence que la vitesse maximale de déplacement sans pression et sans écoulement tangentiel était de l'ordre de 8 mm par seconde. Donc, ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un écoulement à l'intérieur de cette cellule pour voir justement quelle était l'interaction entre l'écoulement tangentiel et les ultrasons. Donc, on a utilisé un débit de 0,18 litres par minute, ce qui correspond à des vitesses moyennes d'autour de 9 mm par seconde. Et on observe ces choses-là. Donc, on voit s'écouler la suspension à travers la cellule et on voit ponctuellement des variations de vitesse. Et ces variations de vitesse, à l'aide du traitement PIV, on peut observer ces variations d'écoulement, donc ces champs de vitesse imposés par les ultrasons. Et cette fois-ci, on étudie les champs de vitesse verticaux, on retrouve à ce débit-là, ces cellules convectives qu'on avait pu observer sans écoulement. On voit que tout de même, elles sont réduites et on voit que l'écoulement tangentiel a tendance à prendre le pas sur ces cellules convectives. Donc, grâce à tous ces résultats, on va dire, que l'on a obtenus jusqu'à présent à l'échelle fondamentale, on s'est lancé donc, dans une étape de scale-up de manière à pouvoir proposer l'utilisation des ultrasons dans un système industriel. Donc là, c'est ce que je vais vous présenter. Donc, la démarche qui a été entreprise pour faire le développement d'un module industriel assisté par ultrasons. Et donc, je vais vous montrer comment on est passé de notre petite cellule que je viens de vous présenter ou que Frédéric vous a présenté jusqu'à présent, en passant par un petit module de filtration de laboratoire vers un module industriel de filtration qui utilise des membranes céramiques industrielles. Donc, pour aller jusqu'à l'étape du développement d'un système industriel, on a obtenu un financement auprès de l'Institut Carnot-Polinat, qui était le projet Bioprofilus en 2015. Et donc, l'objectif de ce projet, c'était de transférer les différentes observations des différentes recherches qu'on avait pu observer d'interaction des ultrasons durant l'ultrafiltration, de le transférer au développement d'un démonstrateur industriel pour la purification de suspension de nanocristaux de cellulose. Donc, pour faire ça, il a fallu tout d'abord réfléchir à une nouvelle conception, puisque jusqu'à présent, les procédés qu'on utilisaient des membranes planes. Sauf qu'à l'échelle industrielle, la plupart des procédés, en tout cas des procédés utilisés, utilisent des membranes céramiques tubulaires. Donc ici, on a le schéma d'une membrane céramique tubulaire, donc à travers laquelle va s'écouler de manière tangentielle la suspension que l'on veut traiter, et on récupère le flux de perméation qui va passer à travers la membrane. Et donc, on a développé à travers ce travail de recherche
un nouveau module de filtration qui est un carter vibrant et qui est actuellement breveté avec une extension PCT à l'international. Donc, on retrouve à travers cette étude ce qu'on a pu prouver précédemment, à savoir que si on mesure le flux de perméation au cours du temps pour différentes puissances ultrasonores, ben, on retrouve de la même chose que lorsqu'on applique les ultrasons, on retrouve une intensification des transferts à l'intérieur de notre module de filtration. Donc, ces résultats pour nous étaient très intéressants, mais ne pouvaient pas aller vers une application vraiment industrielle. Et donc, on a déposé un projet auprès de la société SAPT Lyncium, société d'accélération du transfert de technologie. On a déposé un projet de maturation pour cette fois-ci développer vraiment un module industriel qui utilise donc des membranes céramiques de 25 mm de diamètre et dans lesquelles on a un module qui a 7 membranes de ce type de système. Donc, ce projet nous a permis de travailler en collaboration avec un ingénieur de recherche qui a été employé sur ce travail. Et donc, cette étude s'est organisée autour, dans un premier temps, d'une étude de marché qui nous a permis de pouvoir positionner notre technologie et de valider l'intérêt de la solution MEMUS auprès de différents industriels, de différents secteurs industriels. À la suite de cela, donc, on a réalisé l'étape de scale-up qui nous a permis de fabriquer et de développer un module qui utilise donc 7 membranes céramiques de 25 mm de diamètre et de longueur 1,2 m. Et donc, ça fait un module qui fait à peu près 10-15 cm de diamètre. Et donc, dans ce travail, on a effectué des étapes de preuve de concept sur des suspensions réelles industrielles. Et actuellement, on est dans une phase de licensing auprès de différents partenaires qui ont pu être identifiés, qui ont pu tester notre technologie. Donc, je vais présenter juste un résultat qui sur des suspensions modèles, donc les suspensions de l'aponite avec TSPP qui a pu être présenté par Frédéric. Donc, on a filtré ces suspensions sur les membranes céramiques 0,1 micron avec une pression transmembranaire de 2 bars. Et donc, les ultrasons, on utilise des ultrasons de 20 kHz. On peut modifier le cycle d'émission ultrasons et arrêt, et on a travaillé à 30 degrés. Donc, le graphique ici représente l'évolution du flux de perméation en fonction du temps. Et ceci pour différents débits tangentiels. Donc ici, on est à peu près au-delà de 25-26 mètres cubes par heure de circulation, ce qui donne des vitesses de circulation autour de 5 mètres par seconde. Et ici, on est plutôt à des débits de 5 mètres cubes par heure. Donc, ce qu'on a montré de nouveau sur notre système, c'est qu'on a de nouveau une augmentation des flux de perméation donc sur ce système industriel lorsque l'on applique les ultrasons. Donc, on le retrouve ici sur les courbes que l'on a obtenues. Et ce qui a été d'autant plus intéressant, c'est que si on modifie le débit tangentiel et qu'on modifie ainsi la vitesse de circulation, on retrouve de la même manière une intensification du transfert, alors que si on regarde sans ultrasons, la diminution du débit tangentiel industriellement réduit de manière importante les propriétés de filtration et donc les performances de filtration. Donc, ce nouveau module MEMUS que l'on a développé donc, va permettre au niveau industriel d'augmenter les performances de filtration et permet un fonctionnement continu des installations industrielles. D'un point de vue économique, il permet la réduction énergétique et donc la consommation, surtout la consommation énergétique du procédé par la diminution des vitesses de circulation à l'intérieur du process. Et enfin, d'un point de vue environnemental, il permet aussi de limiter les phases de nettoyage de ces systèmes qui conduisent à l'arrêt de la production, l'utilisation de produits chimiques
et aussi à des consommations d'eau qui sont importantes. Et à travers les différentes études, on a pu montrer que les ultrasons ne modifiaient pas les propriétés des produits que l'on a pu filtrer jusqu'à présent. Donc, pour finir, on souhaitait remercier l'ensemble des personnes qui ont travaillé et qui travaillent encore, qui sont dans l'aventure avec nous autour de l'utilisation de l'ultrafiltration et des ultrasons. Et donc, je remercie tous les gens qui ont pu assister à ce webinaire.